Bonjour, bienvenue donc à ce nouveau petit déjeuner de l'Afrexim dans lequel on essaye de réfléchir sur des sujets d'actualité. Donc ce sujet sur l'ESG est d'une actualité tout à fait brûlante et on a le sentiment qu'avec la crise sanitaire, on est entré dans une nouvelle ère dans laquelle ces trois lettres magiques vont nous occuper un moment. L'industrie immobilière est très concernée par tout ce qui est donc économie d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, et tous les acteurs aujourd'hui réfléchissent de façon plus ou moins active à la mise en œuvre d'une politique ESG. Les experts en évaluation immobilière, puisque l'Afrexim regroupe les 10 plus grandes sociétés d'expertise en évaluation immobilière de France, ne pouvaient pas rester, je dirais, spectatrices de cet enjeu, ce défi, parce que c'est un défi planétaire. Et c'est pour cette raison qu'on a avec beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité, parce que le sujet est vraiment naissant et on est un peu des apprentis sorciers dans une démarche qui est malheureusement inéluctable et nécessaire, je pense, pour nos enfants, nos petits-enfants et peut-être même pour nous-mêmes d'une certaine façon. Donc on a essayé, en tant qu'évaluateur, de voir comment on allait s'insérer dans cet enjeu, dans ce défi. Et c'est pour cette raison qu'on a réuni donc aujourd'hui autour de cette table 4 intervenants qui nous ont semblé apporter un témoignage sur cette problématique intéressante. Donc, je commence par ma voisine de droite, donc Véronique Donadieu, donc qui a une formation. Je fais exprès de donner les formations des intervenants parce que pour voir. Finalement, il n'y a pas un profil absolu pour s'occuper de l'ESG. Donc une formation juridique, mais avec une spécialisation européenne extrêmement marquée. Dans vos 2 derniers postes, vous avez mis, je pense, en œuvre ces compétences avec brio, puisque l'ASPIM vous a choisi comme délégué général. Et je rappelle donc que l'ASPIM regroupe les 119 sociétés de gestion, donc des investisseurs qui ont des immeubles de tous les côtés sur lesquels cette problématique se pose. Et aujourd'hui, l'ASPIM a aussi une dimension européenne, puisque ses adhérents œuvrent sur tout le territoire de l'Union européenne, voire au-delà. Brigitte Sagne-Dupont, donc, qui est la présidente fondatrice d'Orema, qui, elle, a une formation commerciale, puisqu'elle est diplômée de l'ESSEC. Elle a créé, donc, il y a maintenant 16 ans, Orema, et elle semble être, et elle nous le confirmera, avoir été un peu une pionnière dans la mise en œuvre concrète de l'ESG. Et aujourd'hui, autour des 1,8 milliard qu'elle gère, comment fait-elle? Donc son témoignage, ça va être très intéressant. Puis nous avons donc Virginie Valu, donc qu'on ne présente plus parce que c'est quelqu'un qui est bien connu dans l'univers de l'ESG, puisque la Française a été une société de gestion très pionnière. Elle a aussi une formation juridique, elle avec un diplôme en droit français et en droit anglais. Et après des spécialisations en finance qu'elle a pu tester aux USA, elle est revenue dans les grandes sociétés de gestion françaises où elle est devenue une directrice d'études et de recherche qu'on connaît, qu'on a tous lu de près ou de loin. Et aujourd'hui, on lui a rajouté, dans le cadre de ses fonctions de directrice de la recherche à la Française, on lui a rajouté la dimension ESG. Donc là aussi, son témoignage va être extrêmement intéressant. Et enfin, je finis par le messieurs. Vous voyez que j'ai respecté l'ordre de la bienséance. Donc Thibaut Escalon, qui est lui de formation purement financière, qui a travaillé, je dirais, chez un très grand assureur français, où il a contribué, et ça c'est très intéressant, puisque c'était il y a une dizaine d'années, il a contribué à la mise en place donc de la politique ISR dans les investissements de cet assureur. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit depuis de nombreuses années à ces questions, et à tel point que MSCI, donc cette société de rating et de benchmark,
qu'on connaît bien dans l'univers de l'immobilier, l'a recruté comme responsable donc de l'accompagnement des investisseurs financiers dans la mise en place de l'ESG. Et donc Thibaut, pourquoi on a demandé à MSCI de venir? Parce que MSCI a lancé une étude qui a abouti sur ce qu'on appelle un indicateur ou une démarche, donc Climate Value at Risk. Donc comme il y avait le terme value, on ne pouvait pas s'empêcher de le faire venir. Non, je plaisante, mais j'ai trouvé que sur un regard stratégique, le travail qui avait été fait était assez intéressant. Donc j'ai demandé, dans un temps contraint, bien sûr, à Thibaut de nous présenter ce qui a été fait, qui pour moi va brosser un peu le décor global de ce petit déjeuner. Donc Thibaut, je vous laisse la parole. Merci Claude, bonjour à tous. Effectivement, donc MSCI a mis en place des solutions de rating ESG pour beaucoup de secteurs et notamment le secteur immobilier. Au niveau de l'immobilier, donc du secteur immobilier, on avait une approche sur le G, sur le A et sur le S. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que d'un point de vue des actifs immobiliers eux-mêmes, l'approche qui avait le plus de sens, c'était une approche en fait sur la partie environnementale et tout particulièrement la partie climatique. Dans le contexte actuel, donc avec la COP26 qui arrive, étant donné le rôle de l'immobilier, la place de l'immobilier dans les émissions en fait de gaz à effet de serre et du coup dans les réductions qui seront demandées, on a développé un modèle qui était un modèle à l'origine de la fintech Carbon Delta qui a été rachetée par MSCI. Cette fintech a développé un modèle donc de Climate Value at Risk et de Warming Potential pour tous les actifs listés à l'origine, et on a fait ce modèle en fait aussi sur les actifs immobiliers. Dans ce modèle, en fait, on a deux indicateurs qui sont des indicateurs prospectifs. Donc ça, c'est important par rapport à une carbon footprint qui va être backward looking. Là, on arrive sur quelque chose de vraiment prospectif. Et deux indicateurs. Le premier qui est donc cette Climate Value at Risk, qui va en fait être une estimation de l'impact du changement climatique sur la valorisation d'un actif immobilier et d'un portefeuille immobilier. Et on a une autre métrique qui est complémentaire, qui est le Warming Potential. Et là-dessus, en fait, le Warming Potential donne l'impact de l'actif immobilier, cette fois-ci, sur le changement climatique. Donc la première mesure de Climate Value at Risk est plus une mesure de risque pour les investisseurs, alors que la deuxième mesure est une mesure qui est intéressante en termes de reporting, en termes de communication, parce qu'on arrive à traduire dans quelque chose qui est assez simple à comprendre, un modèle qui est assez complexe. Si on se concentre sur la Climate Value at Risk, ce qui est intéressant de voir en fait là-dessus, c'est qu'on a deux composantes importantes. La première composante qui est la composante de transition, donc c'est-à-dire que là-dessus on va comparer les trajectoires d'émissions des immeubles par un process bottom-up en regardant donc les émissions actuelles des immeubles et les émissions futures, et on va les comparer sur un processus top-down, un processus top-down pour voir en fait dans un scénario à 1,5 degré, dans un scénario à 2 degrés ou dans un scénario à 3 degrés, quels seraient les rejets de carbone qui devraient être faits par ces immeubles. On arrive à un différentiel entre les émissions des immeubles qu'on va avoir et les émissions qui seraient souhaitées dans un scénario à 1,5, 2 ou 3 degrés. Et sur ce delta-là qu'on a entre les deux, on applique en fait le coût du carbone qui est inhérent au modèle et on va avoir en fait un coût qui s'applique aux immeubles sur les 15 prochaines années. On fait la present value de ces coûts-là et on arrive en fait du coup à la Climate Value at Risk de transition. Ça, c'est la première composante du coup de la Climate Value at Risk, la transition. On a une deuxième composante qui est la Climate Value at Risk physique. Donc là-dessus, en fait, on va regarder en fait les coûts qui sont liés aux intempéries, donc qui sont soit des intempéries aiguës, comme des cyclones, comme des inondations côtières ou des inondations fluviales, des feux sauvages, et aussi des intempéries chroniques, qui seront en fait l'augmentation de la température ou les baisses de température et comment ça va agir sur la climatisation ou sur le chauffage des immeubles et comment cela va du coup augmenter la consommation d'énergie. On va avoir en fait ce qu'on va déterminer du côté de risque physique, on va déterminer ce qu'on appelle un coût incrémental dû au changement climatique, où on va mesurer en fait les dommages qui sont liés aux immeubles avec les intempéries, et on va mesurer aussi les coûts de consommation supplémentaire d'énergie due à la climatisation ou due au chauffage. Et à la fin, on obtient donc sur les prochaines années pareil une present value de ce coût incrémental qui nous donne la Climate Value at Risk physique. On agrège les deux, on a la Climate Value at Risk totale.
Parfait, merci. Je trouve que cette approche est très intéressante parce qu'on rentre dans le concret. Est-ce que ces outils, aujourd'hui, puisque j'ai lu dans votre petite biographie que vous accompagnez les investisseurs institutionnels dans cette démarche, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très utilisé par les investisseurs institutionnels ou est-ce que on en est au début? Alors, sur les actifs listés, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé parce qu'aujourd'hui on a fait des études, notamment MSCI, on arrive à voir que les actifs listés avec des meilleures performances ESG vont avoir une meilleure performance financière. Sur le côté de l'utilisation de cet outil spécifique sur l'immobilier, on en est encore au début, mais il y a certaines tendances qu'il faut prendre en compte. On a une pression de la régulation qui est extrêmement forte, donc que ce soit la régulation française avec l'article 173 au début, maintenant qui est devenu l'article 29, qui pousse encore plus loin les exigences. On a aussi une demande supplémentaire au niveau européen avec SFDR et la taxonomie, donc notamment au niveau de SFDR et les fonds qui sont article 8 ou article 9, qui ont soit des caractéristiques environnementales pour les premiers, soit des objectifs environnementaux pour les seconds. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer du coup, soit avec cette Climate Value at Risk ou ce Warming Potential. C'est un outil intéressant là-dessus. Et puis, on a un élan mondial qui est indéniable avec la TCFD, avec les réunions de la COP26. Et là-dessus, on a, notamment pour la TCFD, si on regarde ce qui est demandé, donc gouvernance, stratégie, gestion des risques, indicateurs et métriques. Donc, dans les deux dernières catégories de la TCFD, gestion des risques, indicateurs et métriques, on a là-dessus des outils qui peuvent être très utiles pour les investisseurs. En gros, ça peut être des outils qui seront utiles dans un processus d'investissement pour une information à la décision, pour la comparaison d'actifs semblables et pouvoir en fait prendre en compte l'impact environnemental de différents actifs dans une due diligence immobilière, ou enfin pour aller mesurer une appétence des investisseurs pour des immeubles à faible consommation énergétique. D'accord. Et donc MSCI en France, son panel, je dirais, je crois qu'il est représenté à peu près sur 50% des investisseurs institutionnels. Donc vous allez travailler aussi vous allez appliquer ce modèle sur ces immeubles-là, ou c'est à la demande d'un investisseur où vous traitez un portefeuille? Comment ça se passe? Alors, on essaye de couvrir, donc on peut traiter à la demande d'un investisseur, on essaye aussi de couvrir le plus d'immeubles possible. Donc, on fait notamment cette étude sur le benchmark MSCI Pan-European Property Fund Index. Donc ça, c'est un échantillon quand même de fonds pan-européens et on couvre à peu près plus de 1000 actifs physiques dessus. C'est intéressant de voir les résultats parce que les résultats, donc je pense, vont pas surprendre les gens autour de la table. Effectivement, en Europe, on va avoir des risques physiques qui seront plus élevés aux Pays-Bas. On va avoir des risques de transition qui seront plus élevés en Italie dus à des immeubles qui doivent être revus ou aussi un mix énergétique dans le pays. Ce qui fait que, par exemple, en Allemagne, on a un risque de transition qui va être plus élevé en Allemagne par rapport à la France parce que, bien sûr, l'énergie nucléaire rejette moins de gaz à effet de serre que le charbon en Allemagne. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes conclusions, je dirais, au niveau de certains pays sur l'impact justement du modèle que vous avez mis en place? Notamment, je pensais à la Hollande. Aux Pays-Bas, effectivement, c'est les risques physiques, donc là qui sont prépondérants sur le benchmark que je vous disais. Je pense que l'impact, le risque physique sur les Pays-Bas est à 24%. Donc on est à 24%, moins 24% la climate value at risk physique. Et donc ça, c'est dû en fait aux inondations côtières, principalement. Et on est dans une démarche. Alors il va y avoir aussi des choses à prendre en compte dans le futur. Quelles vont être les démarches que vont faire le gouvernement hollandais pour pouvoir protéger les immeubles. Donc c'est quelque chose. On est dans une analyse qui va être mouvante. Et chaque année, on va prendre en compte les nouvelles informations que l'on a pour pouvoir adapter notre analyse. Et en France, on est tranquille au niveau du risque climatique, ou il faut qu'on fasse attention? Je pense en France, on a des résultats sur la France qui sont beaucoup plus faibles. On est sur une climate value at risk en France de 1,5%, je pense. Donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus faible. Il y a deux raisons là-dessus. Donc effectivement, au niveau des risques physiques en France, on est plutôt protégé par rapport à d'autres pays. On parle des Pays-Bas, mais on peut parler du Japon, on peut parler d'autres pays qui ont plus de risques physiques. Et après, en France aussi, on bénéficie d'une énergie qui est peu carbonée. Donc l'énergie nucléaire a de beaux jours devant elle, si je comprends bien. Je sais pas si je pourrais conclure ça, mais c'est ce que c'est un débat qui revient. C'est ce que notre président a dit hier, il me semble, ou avant-hier, je sais plus. Et dans ce modèle, mais également dans la démarche de MSCI, qui est toujours un petit peu à l'avant-garde, je dirais,
dans la relation avec les experts en évaluation immobilière. Comment vous voyez, je dirais, le rôle des experts et dans la mise en œuvre de ces modèles et dans le nécessaire dialogue, je pense qu'on doit avoir avec vous? Alors effectivement, je pense qu'il y a une conversation et des échanges qui doivent être faits entre MSCI et le modèle qu'on développe pour pouvoir voir sa pertinence pour l'utilisation que peuvent avoir les experts de ce modèle. On a chez MSCI un comité annuel avec les experts immobiliers de la place pour suivre la précision des expertises, parce que les benchmarks de MSCI se basent sur les expertises des experts. Donc c'est important là-dessus, et on a une conversation avec eux pour analyser et se rendre compte à quel point l'intégration de ces outils de climate value at risk, à la fois physique et de transition, sont pertinents à être inclus dans les expertises immobilières qu'ils font pour les managers. Parfait. Ben écoutez, on va rajouter un point à l'ordre du jour de notre prochaine réunion d'experts. Merci Thibaut. Véronique, donc on a vu un petit peu une dimension en tout cas au moins européenne, si ce n'est mondiale, dans la démarche de MSCI. Maintenant, je reviens un tout petit peu en France avec ce fameux label ISR que vous avez porté pour l'immobilier. Et ce que j'aurais aimé, c'est si vous pouviez nous en présenter les grandes lignes pour que nos spectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de flou dans la lecture de ces labels, et effectivement quand on se plonge dedans, c'est pas flou, c'est ardu. Voilà. Alors déjà, peut-être pour rebondir effectivement sur l'aspect européen, pour dire qu'effectivement quand on parle du label ISR, enfin en tout cas la déclinaison immobilière, c'est un label français, mais qui est unique aussi. Alors effectivement, on voit d'autres labels européens arriver, qui ont un certain succès, mais la spécificité du label français, d'abord c'est un label d'État, il faut le rappeler, même s'il a été effectivement l'adaptation à l'immobilier, puisqu'on le verra peut-être un petit peu plus tard, mais il y avait vraiment des spécificités. Au départ, ce label avait été conçu par le ministère pour l'univers des valeurs mobilières, et les gérants se sont saisis du sujet pour l'adapter et avoir une formalisation effectivement de leur pratique ESG à travers ce label. Mais la spécificité du label français, c'est bien que c'est un label dédié aux fonds immobiliers. Et donc il est unique dans son genre, et porté aussi par le ministère, donc il est quand même unique dans son genre en France, et enfin en Europe, voilà. Donc c'était une petite précision de contexte. Alors effectivement, ça a été porté par notamment les adhérents de l'ASPIM et l'ASPIM, mais avec toutes les parties prenantes. Je dirais que ce qui est intéressant par rapport à l'objet, enfin en tout cas de notre discussion de ce jour, c'est que ce label, il va permettre notamment, pour y revenir, de formaliser les approches ESG des gestionnaires de portefeuille qui souhaitent justement avoir une politique systématisée et transparente de leur approche ESG. Et je dis bien ESG parce que c'est bien sur les 3 piliers. Le label, justement, prescrit de traiter les 3 piliers. Il y a même des pondérations qui ont été prescrites dans ce référentiel. Et je dirais, surtout, va permettre d'apporter des outils et des moyens de vérification, de lecture pour les investisseurs et toutes les autres parties prenantes, les observateurs, au titre duquel les experts. Et donc ça, c'est un élément intéressant et important à souligner. Je dirais aussi que la spécificité du label ISR immobilier, c'est de mettre l'accent sur certains éléments qui vont justement être intéressants dans le débat qu'on a actuellement, et peut-être d'autres thématiques qu'on va aborder plus tard, puisqu'il y a notamment un accent qui est mis sur l'engagement avec les parties prenantes, la façon dont le gestionnaire va travailler avec toutes les parties prenantes, et dans l'immobilier, on sait qu'elles sont nombreuses. Le label demande au fond de mettre en œuvre des moyens et des outils pour s'assurer qu'il y a une bonne relation entre toutes les parties prenantes, property manager, utilisateurs. Donc ça, c'est un aspect qui, je pense, est intéressant dans le débat. Alors le label, bien sûr, il permet de labelliser des fonds qui ont une approche essentiellement, parce que c'était l'objet, un objectif d'améliorer, de faire progresser un portefeuille d'actifs, de le passer à travers une grille d'évaluation et une méthodologie qui est donc prescrite par le référentiel, mais qui reste quand même à la main du gestionnaire, qui peut bien sûr lui choisir d'avoir accentuer sur le
le E, le S et le G, bien qu'il faille traiter tous les sujets. Et donc, je dirais ce qui est intéressant, c'est que cela permet d'avoir des approches innovantes tout en ayant un certain nombre de cadres et de normes fixées par ce référentiel et surtout une transparence sur toute la démarche, une documentation et derrière un reporting sur l'impact de cette stratégie avec notamment de 8 indicateurs qui ont été prescrits. Alors les indicateurs de reporting, ils ont été prescrits sur les 3 piliers. Certains sont obligatoires, enfin en tout cas sont imposés, d'autres sont au choix, mais toujours est-il que, et je pense que c'est aussi un aspect assez innovant de ce label, c'est bien, on est quasiment dans l'impact. Hein. On va peut-être pas faire le débat sur l'impact, mais on est bien sur une approche assez innovante. Alors peut-être pour donner un chiffre, parce que je l'ai pas dit au début, mais on arrive à un an d'anniversaire des premiers fonds qui ont obtenu la labellisation, puisque c'était le 23 octobre 2020. Que les premiers fonds ont pu être labellisés. Et d'ores et déjà, on a 30 fonds qui sont labellisés et 18 milliards en valeur de patrimoine, ce qui voilà, est un succès. On va arriver au premier point de contrôle annuel. Ça serait intéressant aussi de voir effectivement comment les gestionnaires se sont saisis de ce référentiel au bout d'un an. Et donc, si je comprends bien, le label il est délivré, mais il y a une démarche d'amélioration qui doit être faite en cours, je dirais, de labellisation. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez innovant. Alors, qui peut être une porte ouverte à beaucoup peut-être d'abus, mais en soi, je trouve de dire on commence tellement bas qu'il faut se donner des objectifs ambitieux. Est-ce que vous pouvez me confirmer donc que il y a vraiment cette démarche d'amélioration? Tout à fait. Le label n'est pas statique, quoi. C'est pas une photographie à un instant T. C'est une trajectoire qu'on décide de choisir. Tout à fait. Il y a un élément d'amélioration. L'objectif, c'est bien de. Alors, bon, pour des fonds qui ont choisi d'aller investir dans certains actifs de meilleure qualité, il faut les maintenir de qualité, voire aller au-delà dans certains cas. Mais je dirais que 95% des fonds labellisés, c'est bien dans une optique de faire progresser et d'améliorer la qualité de son parc. Et il y a bien sûr un certain nombre de méthodes, de moyens et de garde-fous qui sont mis dans ce référentiel, peut-être pas détaillé, pour s'assurer, avec des points de contrôle, qu'on fait bien progresser son portefeuille en 3 ans. Parce que le label a une durée de vie de 3 ans. Ces labels donc introduisent donc des notions de trajectoire à atteindre. Donc, je pense que pour nous, les évaluateurs, on va devoir avoir un recours plus systématique aux méthodes des discounted cash flow qui permettent une approche très dynamique de la valorisation et dans le temps qui est devant nous, pas le temps qui est derrière nous, à la différence donc des méthodes statiques d'évaluation que sont la comparaison ou la capitalisation. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir avoir un recours plus massif au discounted cash flow pour pouvoir justement appréhender ce nouveau défi qu'est l'ESG? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Alors, nous, les évaluateurs, on a un autre très très grande question et sur laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse véritablement fiable. Autant sur la dimension du E, donc sur l'environnement, on s'est habitué, je dirais, depuis une dizaine d'années à prendre en compte un certain nombre de paramètres de développement durable qui sont venus tout doucement, donc on a eu le temps de s'y mettre. Sur le social, quand on le regarde de très très près, on se rend compte que le confort des usagers, la desserte par les transports en commun, la localisation, tout ça, c'était des choses qu'on était dans nos grilles d'appréciation. Et aujourd'hui, là où on a une interrogation, c'est sur notre rôle en matière de gouvernance, ce fameux G, et où on ne voit pas encore très bien quel est notre rôle, parce que ça nous semble être quelque chose qui est très interne à l'investisseur ou à la société de gestion dans sa relation avec l'environnement, et je ne vois pas trop ce que l'évaluateur peut porter comme appréciation. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme réponse? Alors, je comprends la question, mais peut-être des éléments sans y répondre, des éléments d'analyse qui me semblent intéressants, c'est que la gouvernance, je pense que c'est un élément qui est indispensable. Alors,
Comment après le valorisateur va le prendre en compte, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est indispensable en tout cas qu'il regarde et que c'est central de regarder la façon dont est organisée la gestion, l'organisation de l'immeuble. Alors là, parce que là vous me posez la question au niveau de la société de gestion, du gérant, mais finalement il faut regarder aussi la façon dont est géré l'immeuble, l'actif, et je pense que donc c'est indispensable que la société de gestion en fait associe dans sa politique et dans ses objectifs ESG, en tout cas E et S, justement toutes les parties prenantes et notamment les property managers et les utilisateurs. Et ça, c'est d'autant plus indispensable qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'immobilier. Si on part sur toute la chaîne, ça commence effectivement dans la société de gestion, voir comment la notion de ESG est diffusée, infusée et comment elle est reconnue, mais aussi en bout, et c'est là sans doute le plus important, comment elle est partagée et que tous les intérêts soient alignés au niveau des acteurs qui vont contribuer à faire qu'une politique E et S soit réellement performante et mise en œuvre. Et donc, en ce sens, je crois que c'est un élément totalement indispensable, qui est peut-être pas suffisant, mais en tout cas qui est indispensable pour qu'une politique E et S soit mise en œuvre. Donc, si on recherche une performance ESG, on ne peut pas faire l'impasse d'avoir une bonne gouvernance au niveau, en tout cas, de la façon dont on gère son parc immobilier et ses immeubles. Alors après, c'est vrai comment on peut le mesurer, ça c'est une autre question. Il y a un certain nombre d'éléments que le gestionnaire peut mettre en place. Ça peut être à travers des clauses dans les contrats, dans les relations avec les property managers. Ça peut être une extension du bail vert. Ça peut être aussi des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs. Bon voilà, tout ça c'est autant d'éléments qui peuvent aussi, pour l'expert, être des éléments d'analyse. Alors c'est sûr que les experts n'ont pas la connaissance infuse sur tous ces sujets-là, mais il y a quand même des organismes qui ont donné des éléments sur la gouvernance, en tout cas au niveau des sociétés de gestion, comme les PRI et puis le GRESP. Et puis là, je reviens sur ce que je disais précédemment, sur le label ISR, je pense que c'est un élément, en tout cas, un fonds labellisé ISR a des engagements à prendre en termes de bonne gestion avec les parties prenantes de l'immeuble. Et donc ça, c'est déjà un élément d'analyse que l'expert pourra regarder. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la gouvernance. Je pense que c'est incontournable. Après, écoutez, on va se pencher de plus en plus sur cette dimension. Et aussi où on avait un petit peu des interrogations, mais quand on rentre dans le détail, on commence à mieux en cerner, je dirais, le périmètre. C'est sur le social, alors je ne sais pas si on dit social ou sociétal, ça dépend peut-être même de traduction d'ailleurs. De votre point de vue, comment vous, justement, pour prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça, comment vous définiriez le social et est-ce que, par exemple, investir dans un EHPAD qui est une passoire thermique, est-ce que c'est véritablement faire du social? Moi, je suis volontairement provocateur. Mais... Oui, mais c'est une bonne question parce qu'on peut se la poser. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire sociétal parce que ça permet d'embrasser évidemment tout ce que l'immobilier est capable de proposer en termes justement d'analyse sociétale, d'amélioration. On est sur une dimension extrêmement large et de fait justement assez complexe à appréhender parce que au fond, en fonction des typologies des actifs, le S peut être multiple. Et donc, c'est aussi un des défis sûrement sur ce critère-là, en tout cas, cette analyse, c'est de peut-être de pouvoir utiliser tout le champ des possibles, tout en quand même le rendant à un moment donné comparable. Et c'est sûrement aussi, je reviens toujours sur le label, mais le label va permettre, à travers justement une formalisation de ces démarches, de rendre peut-être un petit peu plus tous ces éléments à terme comparables. Donc c'est un élément extrêmement important dans l'ESG et dans l'immobilier. Le E, comme vous l'avez dit, c'est un petit peu plus quand même normé et un peu plus connu. Le S, c'est indispensable. Certains éléments sont bien connus, d'autres, c'est un champ des possibles. Il va falloir le normer et le rendre un petit peu plus comparable, mais c'est là où sûrement il y a de très forts potentiels de développement et de démarcation sûrement des gestionnaires, des innovations.
Ensuite, pour revenir sur votre question, c'est est-ce qu'on peut faire de l'ISR, de l'ESG quand on investit dans une maison de santé? Je dirais, à mon sens, c'est pas suffisant parce que finalement, on peut le faire sans se dire ESG. Il faut avoir un élément, à mon avis, différenciant, apporter un service en plus, avoir une intentionnalité, certes, ça c'est important, mais aussi une additionnalité. Et donc, alors, on rate toujours une fois dans le champ de l'ISR formalisé à travers le label, par exemple, on voit bien que c'est pas suffisant. Il faut du E, du S, du G. Je pense qu'il faut aussi une additionnalité. Voilà. Merci. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ceux qui réfléchissent et qui ont mis en place soit des indicateurs, soit des référentiels, soit des labels, soit des certifications, il va être intéressant maintenant de voir comment ceux qui produisent les investissements, qui produisent les immeubles, comment ils se positionnent par rapport à ces enjeux qui sont pour eux, je pense, des défis. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Brigitte Sagne-Dupont d'apporter son témoignage sur, je dirais, eu égard à la stratégie de ces fonds, qui sont des fonds qui s'inscrivent plutôt dans des démarches moyennes, voire long terme, et de voir comment vous avez intégré concrètement ces labels, est-ce que ça a engendré des coûts, enfin donc toutes les questions que l'on peut se poser par rapport à la mise en œuvre concrète au quotidien dans des investissements au sein d'un fonds sur la prise en compte de ce grand défi. Oui, eh bien, écoutez, d'abord, merci d'avoir qualifié Orema de pionnier en matière de politique environnementale, parce qu'en effet, tout à fait à la création, nous avons créé une charte qu'on avait appelée pour un développement durable, équitable et viable, économiquement viable. Donc, il y avait déjà dans équitable une amorce de S, c'était un peu en amont de cette discussion. Et puis, on avait aussi fondé la société sur un modèle entrepreneurial qui associait le management et qui permettait donc à chacun de contribuer à la stratégie principale qui était donc cette stratégie. Comment concrètement on déploie dans nos projets, et principalement je crois vous adresser nos projets de valorisation d'actifs, cette stratégie, et ça a été d'abord principalement avec une politique systématique de certification de nos chantiers, de nos travaux, de nos immeubles finis. Au départ, c'était la haute qualité environnementale, le HQE bien connu, qui est un label français. On y a assez vite, compte tenu de notre clientèle internationale, ajouté le BREEAM, qui est un certificat plus connu à l'international. Et puis ensuite, on a ajouté des briques au fur et à mesure dans cette démarche de progrès continu que vous évoquez. Par exemple, pour adresser le fameux S, on a rajouté les certificats WELL qui traite du confort des usagers, qui traite de la santé. Et puis plus récemment, en rénovation, puisque nous sommes un peu spécialistes de la valorisation d'immeubles existants, on a peu investi dans la construction, on a pris ce parti qui nous semblait très développement durable à la base, de restaurer des bâtiments existants. Eh bien, on a ajouté la certification BBCA, qui est la certification bas carbone. Je dois dire que ça a été une expérience assez challenging, comment dire en anglais, puisque beaucoup étaient hostiles à ce déploiement dans la rénovation. Il était déjà très installé dans la construction neuve, mais pour l'importer dans la rénovation, ça a été assez complexe. Donc, cette politique de certification d'abord. Ensuite, évidemment, on se fait assister de maîtres d'ouvrage spécialistes d'assistants maîtres d'ouvrage spécialistes de l'environnement. Donc, c'est une équipe qui va travailler sur ces questions-là. Et puis, on choisit, enfin, c'est dans notre politique, il y a un critère de sélection de prestataires qui eux-mêmes auront une politique ESG d'avant-garde, on dira. Donc on va choisir des entreprises, on va choisir des architectes, on va intégrer très en amont le property et le facility management dans ces démarches de conception, de sorte à essayer d'avoir ce que vous appeliez cette vision long terme et pas simplement la vision immédiate de produire un immeuble neuf. Et ça a engendré des surcoûts, parce que
on entend, enfin le grand cri des investisseurs est de dire mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact financier que vont avoir, je dirais, ces démarches. Alors, est-ce qu'on a réussi à maîtriser les coûts ou est-ce que ça explose véritablement? Alors d'un point de vue théorique, et c'était un peu le fondement de notre charte, ça n'aurait pas dû avoir d'impact négatif sur les coûts, surtout si on raisonne en coût global, en coût à long terme, en intégrant l'obsolescence et les coûts de maintenance. En pratique, ça n'a pendant longtemps pas été démontré. Et c'est pour ça que justement cette démarche de sélection de partenaires est très importante, parce qu'il faut trouver les acteurs qui vont s'unir et agir pour diminuer ces coûts. Il faut dire aussi qu'on est dans une société qui nous demande de plus en plus de sécurité, de plus en plus de confort, de plus en plus de normes, et que ces normes-là, indépendamment de la partie environnementale, génèrent des surcoûts. Donc le coût de construction a naturellement tendance à augmenter avec l'évolution de notre société, et il faut réconcilier ces deux paramètres. Il me semble quand même qu'on arrive dans une étape où on peut plus facilement parler des choses qui étaient avant inenvisageables, par exemple les bâtiments sans climatisation, c'était quand même un peu mal vu ou d'un point de vue commercial pas supportable. Il y a quelques années, je pense qu'on va arriver à des choses plus modérées, ça sera peut-être pas le rien du tout, mais on trouvera des systèmes de ventilation plus efficaces, etc. Donc on travaille beaucoup dans ce sens-là, puisqu'en effet aujourd'hui on peut constater un léger surcoût, mais qui est lié à la qualité. Je dirais c'est pas la qualité environnementale, c'est à la qualité tout court. Faire de la qualité, ça a forcément un coût. Il faut s'assurer que ce coût va être transporté intelligemment dans le temps. Ça va pas être un coût pour rien, je dirais. C'est un peu, si je caricature, c'est un peu le mur rideau des années 80. Qui, quand on passe devant aujourd'hui, 20 ans après, on se dit bon, c'était peut-être pas la vraie bonne idée. Donc il faut vraiment voir la qualité dans le temps, et avec ça, je crois qu'on peut y arriver. Oui, je suis très optimiste. Bon, et alors justement, dans notre question centrale de la relation avec les experts en évaluation immobilière, comment tous ces efforts sont pris en compte ou ne sont pas pris en compte, et qu'est-ce que vous nous recommanderiez au plan méthodologique pour qu'on améliore, je dirais, la prise en compte dans nos évaluations de cette démarche vertueuse? Alors moi, je crois que c'est pris en compte et par le marché et par les experts aujourd'hui, mais de façon, on va dire, assez empirique. On sait qu'un locataire de qualité, ça a une valeur. On sait qu'une architecture de qualité, ça a une valeur. Donc, probablement que, intuitivement, les experts baissent un peu leur taux de capitalisation pour valoriser, et bien sûr, la qualité environnementale, la pérennité des équipements, l'absence de risque de pollution, par exemple, dans un actif. Donc ça, je pense que c'est valorisé d'une façon qui n'est pas encore tout à fait scientifique, bien sûr, mais qui a fait ses preuves, qui reflète quand même le marché. Et bien sûr que, comme tout se sophistique, on va aller vers plus de data, plus d'informations. Comme l'a expliqué mon prédécesseur, beaucoup d'institutions, de PropTech vont y contribuer. Donc on aura plus d'informations disponibles, et avec cette information, on pourra davantage comparer, modéliser. Donc vous y arriverez. Merci. Mais j'ai le sentiment, de me retrouver comme au moment où j'ai commencé l'évaluation au tout début des années 90, il y avait cette image un peu magique de l'immeuble dit aux normes internationales, qui était devenu le prime du marché, tout simplement parce qu'il avait de la climatisation, du faux plancher et du faux plafond. Et c'était tout ce qu'il avait en plus, je dirais, des autres immeubles. Exact. Et depuis 4 ou 5 ans, je me fais la réflexion, et je ne sais pas si vous la partagez, que finalement, ces immeubles qui ont, dès lors qu'ils sont dans des bonnes localisations tout de même, avec des bons locataires, ces immeubles qui ont des labellisations très performantes, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, sont devenus en réalité le prime du marché. Et face à cette quête absolue que nous avons de la valeur verte,
Je pense que aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de valeur verte en elle-même, il y a simplement les meilleurs immeubles. Alors avant, il y avait une définition du prime qui était les 10 plus grosses transactions sur la période d'études. Maintenant, je ne sais pas si on a aujourd'hui tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans 10 immeubles qui répondraient à ces critères. Moi, en tout cas, je suis convaincue que la qualité, évidemment, a une valeur. Et cette qualité, aujourd'hui, quand on parle d'un actif de qualité, il intègre nécessairement des dimensions ESG. Sinon, c'est juste, il serait hors sujet, disqualifié. Donc, bien sûr, il y a la qualité architecturale, il y a la qualité environnementale, la pérennité des équipements. Il y a aussi beaucoup la flexibilité. Il faut beaucoup penser à ça. On avait pensé très typé, beaucoup en silo dans le passé. Aujourd'hui, on a une vision qui revient, qui vient de nos ancêtres. Entre parenthèses, on n'a rien inventé. On ne fait que reprendre des idées des siècles passés, qui consistent à pouvoir convertir facilement les bâtiments. Il y a encore un peu de démarche à faire là-dessus, parce que nos administrations sont assez rigides, donc je crois qu'il faut encore être plus ouvert. Mais la flexibilité, par exemple, va faire partie de cette dimension du prime. Et ce qui est arrivé depuis, c'est aussi le service. Le service, autrefois, c'était un RIE, un restaurant d'entreprise où on s'ennuyait mortellement dans un sous-sol. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus dynamique, ouverte et rafraîchissante, je dirais, du service. Et je pense aussi que ça, c'est une dimension qui va être prise en compte dans les évaluations. Très bien. Et donc, c'est quand vous vous projetez dans une rénovation, dans une réhabilitation lourde, comment arrivez-vous, entre guillemets, soit à garantir aux investisseurs qui sont dans vos fonds, et puis aussi d'avoir, je pense, des moyens de pression sur vos prestataires. Comment on fait pour garantir finalement que cette démarche vertueuse, alors bien sûr avec, j'imagine, des fourchettes, soit mise en œuvre. Est-ce que vous avez déjà trouvé des moyens? Oui, en tout cas, les modèles de certification qui sont quand même aujourd'hui le gage du succès, de l'aboutissement de cette qualité, vous savez qu'elles sont assez hiérarchisées, donc on peut décider à quel niveau on va se mettre, excellent, très bien, moyen, etc. Donc je ne vous surprendrai pas en disant que chez nous on a tendance à viser l'excellence, qui a en effet un peu plus de contraintes et évidemment plus de coûts, mais qui nous transporte aussi mieux dans l'avenir. Donc je trouve que ces certifications, quand même, on crée des outils qui permettent de tracer tous ces éléments constitutifs de cette qualité environnementale et sociale. D'ailleurs, je dois dire qu'il y a quand même toujours des dimensions service, confort, santé dans toutes ces certifications pour les usagers, association des usagers, dialogue avec eux, etc., communication sur le site. Donc il y a beaucoup de choses, transport, etc. Donc toutes ces dimensions assez vastes sont couvertes. Après, si vous m'interrogez personnellement, je trouve que évidemment on gagnerait à donner un peu plus de souffle à l'innovation, et que ces carcans processés un petit peu de ces systèmes sont un peu étroits parfois pour les entrepreneurs comme moi, et qu'on aimerait que l'innovation soit mieux valorisée et mieux prise en compte par les acteurs. Ça, c'est une autre dimension, c'est qu'on est dans une société très averse au risque. Le risque est la chose essentielle, et innover, c'est prendre du risque. Donc, c'est un combat que j'espère mener, pour lequel beaucoup nous rejoindront. Et dernière question au plan méthodologique, on a le sentiment que aujourd'hui, on l'a vu avec Véronique, on allait avoir un recours plus massif au discounted cash flow, mais j'ai l'impression aussi que dans le choix des immeubles et dans le choix de leur appréciation, on va avoir énormément recours aux méthodes Harbour, ce qu'on appelle le bilan promoteur, où quand vous montez vos opérations, j'imagine que vous commencez par un bilan, enfin le prix, c'est la charge foncière. Alors nous, on a toujours raisonné en cash flow, puisque justement on intègre cette donnée d'exploitation par rapport à l'investissement immédiat qu'on fait, donc on le projette toujours dans le futur. Donc nous, notre univers, c'est le cash flow. En effet,
le bilan de promotion qui consiste au fur et à mesure à valoriser les travaux au fur et à mesure de leur réalisation, qui est pratiqué par les experts, fait partie de la méthode qui est retenue. Et part du principe qu'à chaque fois finalement qu'on a un peu investi, on valorise l'actif à cette proportion. Bon, ça c'est peut-être discutable parce que si on s'arrêtait au milieu du gué et qu'on n'allait pas au bout, la valorisation serait peut-être tout à fait nulle. Donc on part du principe qu'on va finir le travail engagé. Mais je pense que les deux méthodes coexistent assez bien. Je pense que l'expertise a besoin de mixer les méthodes et que c'est une bonne chose qu'il y en ait plusieurs et qu'elles soient confrontées. Très bien, merci. Alors, maintenant, on va poser quelques questions à Virginie. Donc, vous faites partie d'un des leaders européens de l'investissement, puisque j'ai vu que vous aviez 56 milliards d'actifs sous gestion. Et alors moi, ma question, elle a trait un peu pas au gigantisme de 56 milliards, mais comment un investisseur qui a autant d'actifs, je dirais, sous gestion, a mis en place, puisque vous êtes en plus assez aussi précurseur, il y a des fonds immobiliers SR1, SR2 qui sont vraiment des fonds qui ont maintenant peut-être 7 ou 8 ans, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau chez vous. Donc ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment face à ce gigantisme de tous vos actifs, comment vous avez pu mettre en place et quelles difficultés vous avez rencontrées ou vous rencontrez encore pour la mise en place de cette politique. Alors, une petite précision d'abord, les 57 milliards, c'est au niveau du groupe La Française. Et la moitié est en IMO, la moitié est en Valmob. Oui, tout à fait. Oui, voilà, donc mais on a déjà un patrimoine conséquent, 4 millions de mètres carrés. On s'y est pris, comme vous l'avez dit, très tôt, et on s'est aperçu que le nerf de la guerre de toutes les politiques ESG, c'était vraiment la donnée. Comment je collecte la donnée, comment je la fiabilise et comment je la suis dans le temps. Il se trouve qu'on a une base de données interne qui suivait tous les éléments relatifs à l'actif, juridique, financier, occupation, et qu'on a ajouté dans cette base un module ISR. L'idée, c'est de bien impliquer tout le monde, tous les départements de La Française, et que ça ne soit pas uniquement le département ISR qui porte la politique ESG. Donc on a bien des audits ESG qui sont faits par le département acquisition. Avant chaque acquisition, on doit avoir une analyse des points forts, des points faibles, des points améliorés. Le département Asset Management a également des objectifs, enfin la mise en œuvre de ces plans d'adaptation, et ils sont comptables là-dessus. La communication vérifiera que quand on communique sur un actif, on communique sur les critères financiers, immobiliers et aussi ESG. Le contrôle interne a mis en place des politiques de gestion des risques. Donc, pour faire simple, votre réponse, c'est la donnée, permettre que cette donnée soit accessible à tous les départements et que tous les départements s'approprient cette démarche ESG. Très bien. Et le fait générateur pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est un mouvement qui est naturellement vertueux ou est-ce que il faut qu'il soit un petit peu aiguillonné par la législation ou par la réglementation? Comment vous voyez je dirais cette démarche se mettre en œuvre qui est, on l'a bien compris, inéluctable, mais j'arrive pas bien à mesurer la part de la contrainte de la part du mouvement naturel. Alors, au sein du groupe La Française, on a la chance d'avoir une direction qui a des convictions très fortes sur ce sujet. Donc, on a été embarqués, j'allais dire, tous là-dedans. C'est vrai que certains investisseurs y sont très sensibles, d'autres un peu moins, et la grosse difficulté, c'est comment j'arrive, c'est ce que vous évoquiez, comment j'arrive à faire qu'un coût que je supporte actuellement se voit dans la valorisation long terme. Et là, il y a une vraie question qui est pour moi la question centrale sur l'ESG et qui rejoint également ce que tu disais sur la temporalité, sur ce que tu disais sur photo et trajectoire. C'est-à-dire que si on prend la photo maintenant, en fait, on rate une bonne partie de l'histoire et c'est véritablement la trajectoire qu'il faut prendre en compte. Avec ce que vous disiez, je ne sais pas comment l'expert, effectivement, s'assure qu'on ne s'arrête pas au milieu de la trajectoire. Dans le cas de la question précédente, je pense que comme il y a quand même des garanties d'achèvement, donc on sur la rénovation. On était sûr qu'il ne s'arrêterait pas au milieu du gué. Et donc, alors j'ai une autre question qui a trait à la taille du groupe.
et à l'hétérogénéité des fonds finalement, parce que quand on a un fonds comme épargne foncière ou un fonds IMO SR1, SR ou SR2, comment vous avez procédé pour appréhender, quand on a un immeuble en bloc, on voit bien comment ça se passe, mais quand on a des lots de copropriété dans une multitude de copropriétés, comment faites-vous pour essayer d'appréhender ce grand défi ? Alors, le point essentiel en matière ESG, c'est bien le patrimoine existant. La construction, il y a des normes de construction qui font que, grosso modo, la production neuve est assez bonne en matière au moins environnementale, on va dire. Sur le patrimoine existant, il faut bien comprendre qu'un actif immobilier, la société de gestion ne maîtrise pas tout, puisque bien souvent l'utilisation évidemment dépend du locataire, et on n'a pas toujours la main sur les moyens pour embarquer le locataire avec nous, pour plein de raisons différentes. Quand on est sur la copropriété, on complexifie encore d'une strate, puisqu'on n'a pas la main non plus finalement sur la propriété. Donc c'est quelque chose où on rejoint sur l'importance de la gouvernance, c'est-à-dire comment moi, société de gestion, j'embarque toutes les parties prenantes autour de moi. Et pour vous, experts, j'imagine que la question très compliquée, c'est comment je quantifie ça. Mais il y a des éléments factuels objectivables. Si j'ai des clauses dans mes contrats avec mes PM, c'est un point en plus. Si j'établis des comités verts avec mes locataires, c'est un élément rassurant pour vous. Effectivement, l'objectivation de tout ce qu'on fait, qui est encore assez qualitatif, est une vraie question. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à cette réponse sur la gouvernance. Effectivement, nous, dans les évaluations, quand on est face à un actif en pleine propriété ou un actif en copropriété ou en division en volume, c'est vrai qu'on a tendance à décompresser les taux de 50 à 100 points de base pour tenir compte justement de la perte de maîtrise de l'investisseur sur l'actif. Effectivement, voilà qui vient alimenter de l'eau au moulin de la gouvernance et de notre rôle dans cet aspect. Et donc au niveau de la quantification financière, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Véronique sur cette notion de trajectoire. Comment vous vous positionnez par rapport à ces trajectoires face à ce patrimoine quand même pléthorique que vous avez sous gestion? Pour nous, la trajectoire, elle est absolument essentielle. Enfin, la trajectoire, elle est le corollaire d'anticiper finalement les risques. C'est-à-dire que si je regarde au bout d'un an, selon les modèles de Thibault, on voit bien que les impacts financiers, ils sont plutôt en fin de période qu'en début de période, ou en tout cas qu'ils augmentent au fur et à mesure du temps. Donc si je regarde juste sur cette année, honnêtement, j'ai un risque financier extrêmement faible. En revanche, dès que je me projette, ce risque financier va avoir tendance à augmenter si je ne fais rien. Et toute l'idée, évidemment, c'est de gérer mon immeuble chaque année pour l'améliorer et finalement de lisser les coûts pour qu'ils soient tout à fait supportables par le fonds lui-même. Donc cette notion, pour moi, de trajectoire, elle est essentielle et fondamentale. Parce qu'on parle de risques de long terme. Enfin, on regarde des risques environnementaux qui vont être une augmentation de la température en 2100 versus les niveaux préindustriels, une régulation qui va venir dans le temps. Donc effectivement, c'est vraiment une trajectoire qui est importante à prendre en compte. Oui, donc vous êtes vraiment moi, je me posais la question de savoir si on était sur un challenge de mise en œuvre dans les 10 ou 15 prochaines années. Donc vous avez un horizon beaucoup plus... L'horizon c'est un peu le problème, c'est que l'horizon du changement climatique est un horizon extrêmement long terme, et pour n'importe quel actif en général qui va être pris en compte, on regarde les risques sont regardés à court terme, et le challenge de prendre en compte le risque environnemental et de pouvoir se projeter sur le long terme comme ça. Là, je viens un peu moduler. Je trouve que justement, là, on est dans une période qui est assez intéressante. Et pour moi, ça explique d'ailleurs la montée de ces critères. C'est que si on part du principe qu'un actif, on le détient 10 ans, là, on est quand même sur des risques qui pourraient se matérialiser à 10 ans. Alors qu'avant, on était sur des risques très long terme. Même si effectivement, le réchauffement climatique, il n'est pas pour tout de suite. On voit bien sur les cartes que 2030, on n'est déjà pas dans la même période qu'on a connue actuellement. Et comment vous apparaît donc alors l'horizon du décret tertiaire et quand même cet objectif très ambitieux à 2050, ça vous paraît tenable, jouable? Non, parce que je pense que c'est intéressant aussi par rapport comment on doit devoir se projeter.
on va avoir des plans de marche de réduction des consommations énergétiques, des diminutions des émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour nous, évaluateurs, ça va être important, parce que c'est vrai que si on a un immeuble qui suit son plan de marche comme une locomotive, je vais dire à vapeur pour être moins polluant qu'une locomotive diesel, on aura plus, je dirais, confiance dans l'atteinte de l'objectif. Et comme on va être en projection maintenant, je pense les méthodes statiques sont derrière nous. Donc j'aimerais bien voir comment vous, si vous avez déjà un retour d'expérience, ou si c'est encore une question qui est trop prématurée. Non, nous on a commencé à le mettre en place, notamment sur nos 2 OPCI ISR. Ce qu'on voit, c'est que un immeuble bien construit à la base, c'est quand même beaucoup plus facile à traiter qu'un immeuble ancien, existant, ou pas conçu en ayant ces problématiques en tête. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que finalement, c'est les premiers pourcentages les plus faciles à obtenir. Plus vous arrivez vers les derniers 40% pour 2030, plus c'est compliqué à obtenir. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on ne peut absolument rien faire sans le locataire. C'est-à-dire Oui, et puis qu'il y a des paramètres extérieurs. Par exemple, on a tous eu des résultats formidables cette année à cause du Covid, parce que nos immeubles étaient quand même vides, il faut le dire. Et donc, traiter la data dans des contextes de variation exogène, c'est très compliqué. Donc cette complexité, elle demeurera. Il y aura toujours des années chaudes, froides, et donc nous, on doit comparer comme si tout était toute chose égale par ailleurs. C'est ça qui génère quand même une complexité structurelle dans ces trajectoires. Oui, mais oui. Alors on arrive à redresser, on arrive à redresser un peu pour les corrections climatiques, mais le Covid, effectivement, ça on s'est pas redressé. Donc typiquement à la française, nous on était plutôt partis sur le fait de ne pas publier nos consommations énergétiques 2020 parce qu'elles correspondaient à rien. Bon, il se trouve que pour plein de raisons, on va les publier, notamment réglementaires ou liées à l'obtention du label. Donc on le fera et très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments exogènes comme ça qui sont compliqués. Pour vous, experts, je pense que, mais là encore, en fait, vous avez à juger presque d'une méthode, donc de quelque chose de très qualitatif. L'intérêt, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place ? Est-ce qu'il y a des données qui remontent correctement ? Et est-ce que la société de gestion a bien en tête ses projets ? Et on s'aperçoit qu'on n'a pas tous la même maturité là-dessus, ce qui est normal. Ouais. Mais moi, je pense aussi, c'était un peu mon dada tout à l'heure, mais j'y reviens avec conviction, tout va dépendre de notre capacité à innover. Parce qu'en réalité, si on veut baisser les consommations, on ne peut pas continuer à utiliser tous les systèmes qu'on a utilisés jusqu'ici en se disant que ça changera rien si on reste statique sur l'outil, le produit, les usines, etc. Ça ne peut donner aucun effet. On peut, élargir un peu la largeur de la fenêtre, mais enfin, on a fait un peu le tour de la question. On peut mettre des doublages un peu plus épais. Là aussi, on a fait le tour de la question. Donc, tout ça, c'est derrière nous. Il faut passer à l'étape d'après, qui est comment je génère du confort et de l'agrément à utiliser un actif avec des systèmes qui sont moins carbonés, et là, je pense qu'on est dans la période de mutation avec la résistance des acteurs quand même. Le monde du BTP est quand même un peu résistant parfois à la mise en œuvre d'innovation. Là, je viens par exemple, pour vous donner un exemple concret, de batailler pour arriver à mettre un groupe non électrogène, mais un groupe à hydrogène, en me disant tout le monde parle d'hydrogène, c'est l'énergie propre, donc on va essayer de faire ça, ça existe, mais pour obtenir que quelqu'un veuille bien me le commander et me l'installer, j'ai dû mener un combat incroyable, quoi. Donc c'est je crois là que quand même il y a des choses qui doivent évoluer. Et je pense que là, les politiques ont évidemment leur rôle à jouer, très important. S'il y a une dynamique d'innovation, elle sera très, très efficace. Sur la data, vous avez tout à fait raison, et on voit bien qu'avec tout cet écosystème de start-up qui ont fait des tas d'initiatives, on va être très, très riche, et on va pouvoir évoluer très fort dans les années qui viennent. Donc je crois que c'est ces mutations qu'il va falloir accompagner avec volonté. Et vos locataires, finalement, dans ces immeubles dits vertueux au plan ESG actuellement, ils restent, ils s'en vont, il y a peu de vacances. Quel regard vous, parce que maintenant ça commence à avoir des baux de 6 ans fermes qui ont dû se terminer.
Alors là où je rejoins, c'est que en fait c'est très difficile d'isoler la valeur verte ou un actif de qualité. C'est-à-dire qu'il est globalement de qualité parce qu'il aura aussi des bonnes performances environnementales. Mais la performance environnementale en elle-même, à mon avis, ne suffit pas à attirer un locataire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui ont des chartes RSE ou qui ont des politiques RSE qui font qu'ils ne vont s'installer quasiment que sur des immeubles certifiés ou que sur des immeubles qui présentent un certain niveau environnemental. Donc là aussi, on a des différences de maturité dans l'approche de nos locataires, mais le sens de l'histoire, il est clairement là, d'autant plus que moi je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, le carbone va être associé au carbone un prix, taxé ou sous le système de quotas, et que ça sera évidemment au locataire de le supporter dans ses charges, et qu'il n'est pas exclu qu'il se retourne vers le propriétaire en nous demandant de faire quelque chose, de prendre notre part dans cet effort collectif. Très bien. Thibaut, par rapport à votre expérience passée, est-ce que vous trouvez qu'on est dans un phénomène d'accélération ou est-ce que l'évolution est lente et poussive? Comment vous voyez les choses évoluer? Non, je pense qu'on est clairement dans un phénomène d'accélération. Il y a plusieurs choses qui rentrent, qui sont à prendre en compte. C'est la régulation déjà qui force les investisseurs à prendre ces sujets en compte. On a aussi de la part du public, les investisseurs finaux ou les locataires des immeubles. Je pense que le sujet de la transition énergétique est un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui. Le côté social, en fait, était peut-être un peu derrière dans l'analyse ESG qu'on avait. Et je pense que le Covid a quand même fait revenir le côté social, la santé, le bien-être, a fait revenir ce côté-là. Et je pense qu'on est vraiment sur une tendance de fond où tous les investisseurs vont prendre ces sujets en compte, et c'est sur toutes les classes d'actifs. On en parle sur l'immobilier aujourd'hui, mais sur d'autres classes d'actifs, les investisseurs regardent des secteurs de manière assez importante et avec un prisme environnemental et avec un prisme social. Très bien. Écoutez, merci à toutes et à Thibaut d'avoir apporté ce témoignage, ces éclairages sur quelque chose dont on a le sentiment qu'on n'est qu'au début d'un parcours qui va être long. Ce que j'en retiens au niveau des experts en évaluation immobilière, puisque vous savez que c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement, c'est que on entre dans une autre ère de notre activité, parce qu'il va falloir qu'on fasse preuve de compétences encore plus hétérogènes, encore plus variées que ce qu'on faisait. Déjà, moi, ce qui m'avait attiré dans ce métier, c'était le champ extrêmement large. Il faut aussi bien être bon en technique qu'en fiscalité, qu'en juridique, qu'en économie. Maintenant, avec cette dimension environnementale, sociétale et de gouvernance, j'ai le sentiment que les profils qu'on va devoir recruter dans nos sociétés, ça va être encore des profils encore plus qualifiés. Et la crainte que certains de mes confrères ont sur la disparition de notre profession avec la data, je pense que c'est pas encore pour demain la veille. Donc voilà. Écoutez, merci infiniment de ces témoignages, de ces éclairages très très pertinents. Et puis notre prochain petit déjeuner n'est pas encore fixé, mais il aura lieu au printemps et on trouvera certainement encore un sujet aussi intéressant et aussi de long terme. Merci.